L'inflation est de retour en 2026, mais cette fois-ci dans une économie à l'arrêt, fragilisant à nouveau les salariés. Dans cette note de conjoncture, le groupe 3E vous explique les principaux mécanismes à l'œuvre et leurs conséquences pour les entreprises et les salariés. Premier constat, l'économie française marque le pas. Au premier trimestre 2026, la croissance est nulle, la consommation recule légèrement, l'emploi baisse pour le sixième trimestre consécutif et l'inflation repart. Autrement dit, tous les signaux sont au rouge. Comment expliquer cette situation? Pour comprendre, il faut regarder les mécanismes à l'œuvre. D'un côté, la demande intérieure a stagné, soutenue seulement par la dépense publique. Les ménages ont moins consommé et l'investissement recule nettement, surtout dans la construction. En cause, notamment, un pouvoir d'achat qui reste fragilisé et le conflit au Moyen-Orient qui ravive l'inflation et l'incertitude. De l'autre côté, la demande extérieure se replie aussi. Les exportations ont fortement reculé de près de 4%, principalement à cause de la baisse des livraisons d'Airbus. Mais les droits de douane américains ont également pénalisé le commerce extérieur français. Au total, l'activité française est pénalisée à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. La production évolue de manière contrastée selon les secteurs. Dans l'industrie manufacturière, la production se redresse nettement ce trimestre, surtout grâce à l'aéronautique. Mais ce rebond est aussi en partie artificiel. Certaines entreprises ont anticipé une hausse des coûts liée au conflit au Moyen-Orient. Elles ont donc avancé leurs commandes et constitué des stocks. A l'inverse, les services ralentissent légèrement, notamment dans les transports. Et la construction se replie fortement sous l'effet de la baisse de l'investissement. Au total, la production résiste dans certains secteurs, mais le ralentissement reste bien visible dans l'ensemble de l'économie. Un facteur majeur a marqué la fin du trimestre, le choc énergétique. Depuis le mois de mars, le conflit au Moyen-Orient commence déjà à produire ses effets. Ce choc s'explique principalement par le blocage du détroit d'Ormuz par les Iraniens, en riposte de l'attaque israélo-américaine du 28 février. Ce détroit est un point de passage stratégique pour l'énergie mondiale. Environ un cinquième du pétrole mondial y transite et 20% du gaz naturel liquéfié. Son blocage perturbe donc fortement l'approvisionnement mondial en énergie. Résultat, les prix de l'énergie se sont envolés. Le baril de pétrole est passé d'environ 70 dollars à plus de 100 dollars en quelques semaines. Le prix du gaz en Europe, lui, a quasiment doublé. Même si l'Asie est en première ligne, ces tensions se diffusent à l'ensemble de l'économie mondiale. Pour l'Europe et pour la France, cela se traduit par une hausse des coûts d'importation de l'énergie et par un retour de l'inflation. Ce choc énergétique vient aggraver une situation déjà dégradée en début de trimestre. Ce choc géopolitique creuse le déficit commercial de la France en rendant les importations d'énergie plus chères et en entravant les exportations vers le Moyen-Orient. Résultat, le déficit commercial de la France a atteint 14 milliards d'euros au premier trimestre, en hausse de près de 25%. Mais le conflit au Moyen-Orient n'explique pas à lui seul cette dégradation. Voilà un an que les États-Unis ont relevé de 15 points les droits de douane sur la majorité des produits européens. Leur impact sur la France gagne en ampleur depuis fin 2025. Au premier trimestre 2026, les exportations françaises vers les États-Unis diminuent de 5% et de 11% hors aéronautique. À ces tensions s'ajoute un effet indirect de la guerre commerciale et du conflit, le redéploiement des exportations chinoises. Depuis plusieurs mois, une partie des exportations chinoises évincées du marché américain a été redirigée vers l'Europe. Résultat, la concurrence de produits à bas prix s'accroît pour les entreprises européennes. Depuis avril, on observe une nouvelle hausse marquée des exportations chinoises vers l'Europe. Avec le conflit au Moyen-Orient, les exportations chinoises se sont effondrées dans cette région, ce qui entraîne un nouveau redéploiement vers l'Europe. Au final, l'Europe subit un double effet, à la fois la baisse de ses exportations
et une concurrence accrue sur son propre marché. Ces évolutions ont des conséquences très concrètes pour les entreprises. La crise actuelle ne touche pas tous les secteurs de la même manière, mais elle crée globalement de fortes tensions. Première conséquence, les coûts de production repartent nettement à la hausse. La hausse des matières premières touche surtout la chimie, la métallurgie, les équipements électriques, les produits minéraux, le bois-papier et plus encore le transport aérien. Dans ce contexte, de plus en plus d'entreprises augmentent leur prix de vente, mais la conjoncture ne leur permet pas de répercuter entièrement les coûts de l'énergie. Elles rognent donc sur leurs marges. Deuxième conséquence, le retour des difficultés d'approvisionnement. De plus en plus d'entreprises signalent des tensions sur certaines matières premières stratégiques, pétrole, mais aussi méthanol, hélium, métaux. Dans ce contexte, les marges sont sous pression et certaines entreprises deviennent plus fragiles. Mais cette crise ne touche pas toutes les entreprises de la même manière. Les grands groupes pétroliers, eux, ont largement profité de la hausse des prix. Total Energy, par exemple, a enregistré un bénéfice net en hausse de 52% sur un an. Cela relance le débat sur la taxation de ces super-profits, alors que les Français subissent une flambée des prix à la pompe. Mais pour l'instant, les pouvoirs publics s'y refusent. Pourtant, la hausse des prix à la pompe pour les Français résulte en partie des délocalisations passées des compagnies pétrolières européennes. La hausse du prix du diesel à la pompe en Europe n'est pas due uniquement à l'envolée du prix du pétrole brut, mais aussi à la très forte progression de la marge de raffinage. Et cette marge a explosé parce que l'Europe manque de raffineries produisant du diesel. 7 ont notamment été fermées sur décision de Total Energy, de Petroplus ou de Shell de déplacer la production dans des pays à moindre coût pour maximiser leurs profits. Ces choix ont aggravé la dépendance de la France aux importations de produits raffinés comme le diesel, dépendance qui accentue la hausse des prix pour les consommateurs. Ces évolutions ont aussi des conséquences directes pour les ménages. Avec le retour de l'inflation, la question du pouvoir d'achat redevient centrale en 2026. Après une année 2025 marquée par une inflation faible, les prix repartent à la hausse. En avril, l'inflation a atteint 2,2% sur un an. Or, les hausses de salaire pour 2026 ont été négociées avant le retour de l'inflation, donc sur une hypothèse d'inflation faible. Avec le retour de l'inflation, ces hausses risquent d'être insuffisantes et les salaires réels pourraient à nouveau stagner, voire baisser cette année. Cela signifie un risque concret de perte de pouvoir d'achat pour beaucoup de salariés. Dans ce contexte, les fragilités sociales s'accentuent. Plusieurs signaux convergent: pauvreté au travail, défaillance d'entreprises et tensions sur l'emploi liées à l'intelligence artificielle. Premier signal, la pauvreté au travail atteint des niveaux inédits. Le taux de pauvreté des salariés a atteint un record en 2025. Les bas revenus progressent moins vite que les autres. Cette dégradation touche particulièrement les femmes salariées, avec un niveau de pauvreté inédit. Deuxième signal, les défaillances d'entreprises se multiplient encore. Les défaillances d'entreprises continuent d'augmenter au premier trimestre 2026, plus 6,4% sur un an, après une année 2025 déjà marquée par un niveau record. Les PME sont de plus en plus touchées. Certains secteurs sont particulièrement concernés, comme le commerce de détail, les services aux entreprises, le transport et l'hôtellerie. Le nombre d'emplois menacés par ces défaillances atteint un niveau inédit depuis la crise financière de 2009. Au premier trimestre 2026, environ 75 000 emplois sont menacés. La CGT comptabilise par ailleurs
en mars 63 plans de suppression d'emplois de plus qu'en décembre dernier. Certains de ces plans interrogent car ils concernent des entreprises ayant pourtant reçu des montants très importants d'aides publiques. Pendant que les défaillances d'entreprises se multiplient, la Cour des comptes appelle à restreindre les garanties de salaire versées par l'AGS. Rappelons que l'AGS sert à garantir le paiement des salaires quand l'employeur ne peut plus les verser. À ces fragilités conjoncturelles s'ajoutent des transformations plus structurelles. En particulier, le développement de l'intelligence artificielle semble déjà produire des effets visibles sur l'emploi. Plusieurs études ont récemment chiffré les effets potentiels de l'IA sur l'emploi. La plus récente évoque jusqu'à 5 millions de postes menacés d'ici 2030 en France. Mais il semblerait que certains effets soient déjà visibles dans les données. Les métiers les plus exposés à l'IA sont les plus diplômés. Or, depuis 2023, le nombre de demandeurs d'emploi les plus diplômés a fortement augmenté, surtout chez les jeunes. Et cette hausse est particulièrement significative dans les secteurs les plus exposés à l'IA, qui sont pourtant des secteurs très dynamiques. Parallèlement, l'essor de l'IA s'accompagne de gains de productivité importants dans les secteurs les plus exposés. On le voit surtout dans l'information-communication, la finance-assurance et les services aux entreprises. L'activité progresse plus vite que l'emploi, donc la productivité augmente nettement. Mais ces gains de productivité ne semblent guère profiter aux salariés. Dans ces mêmes secteurs, les salaires ont augmenté beaucoup moins vite que la productivité. Au total, le développement de l'IA pourrait non seulement détruire un nombre considérable d'emplois, mais aussi engendrer un transfert de valeur ajoutée des salariés vers les détenteurs de capitaux. Pour les prochains mois, les perspectives restent très incertaines. Une seule chose est sûre, l'impact de la guerre au Moyen-Orient sera plus marqué au deuxième trimestre, avec une inflation qui pourrait se diffuser peu à peu dans l'économie, au-delà des prix énergétiques. Dans le même temps, la croissance devrait rester faible, notamment en Europe où la demande est déjà peu dynamique. Au total, l'économie entre dans une phase plus fragile, croissance en panne, retour de l'inflation et fragilité sociale en hausse. Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces analyses en détail ainsi que des pistes concrètes pour les utiliser en tant que CSE dans la note de conjoncture complète disponible sur le site du groupe 3E.